ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux. Aujourd'hui, je vous propose une troisième rencontre avec une femme un peu inclassable, voire très inclassable. Une femme qui sourit d'ailleurs en m'écoutant, se demande ce que je vais dire. Elle aime bien d'ailleurs casser les codes, tels que je la connais un peu. Clara Guémard, bonjour. Bonjour, Guillaume. Merci Clara de me recevoir ici dans un jardin parisien. Donc j'espère qu'on va entendre les sons que parfois j'annonce, mais on me dit qu'on ne les entend pas. Donc là, il y en aura, surtout les oiseaux, j'espère, parce que les marteaux-piqueurs sont pas trop les bienvenus. C'est votre troisième participation à ZTO, et cette fois-ci à nouveau pour montrer un nouveau visage, Clara. Il y a celui de la femme d'affaires, haute fonctionnaire, Sciences Po, ENA, grande fonction. C'était le premier épisode en 2022 avec votre associé Gonzague de Blinière, avec qui vous avez fondé le... Raise. Raise, oui, mais j'allais dire comment on nomme, comment on définit Raise, fonds d'investissement? Alors, c'est d'abord une entreprise à mission, qui est effectivement une société d'investissement, mais qui investit dans les belles réussites françaises. Et la particularité, c'est que on a fait du partage de la réussite notre moteur économique, et qu'on donne la moitié de ce qu'on gagne à une fondation qui aide les entrepreneurs et les associations. Il y a le profil de la marcheuse, un peu aventurière sur les bords. C'était en 2024 pour nous parler de votre traversée. 2024, oui, je crois, seule à pied tout le long du chemin de la France. En décembre 2023, je crois. Oui. Ah, en plus, alors, donc je vois pas le temps passer. Oui, parce que le livre est sorti 6 mois plus tard. 6 mois plus tard. Ah oui, c'était avant la sortie du livre, tout à fait. La Francigena en Italie. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que il y a pas très longtemps, j'ai enregistré une magnifique émission aussi sur la marche en Italie que j'ai avec écouté. Votre amie Linda Bortoletto. Et c'était d'ailleurs chez vous. C'était chez vous, une formidable émission. C'est encore une joie supplémentaire avant d'entrer dans le sujet de cette émission de faire cette émission avec vous, parce que on parlait avec votre amie Geneviève qui marche avec vous en Afrique, qui est juste à côté et qui fait l'amitié de nous accompagner, de quelques amis de ZTO, Frédéric Van Ems, et c'est pour moi une joie de remercier des personnes. Et Marianne de Boisredon, Marianne qui a fait un épisode il n'y a pas longtemps. Voilà, tout à fait, de remercier ceux grâce à qui ZTO existe, dont Clara, dont Gonzague aussi, puis il y en a d'autres. Je les nommerai les uns au fur et à mesure quand je les recevrai. Je les reçois pas beaucoup, pas assez. Alors il y a cette nouvelle participation aujourd'hui, inattendue pour ceux qui vous connaissent bien, à l'occasion de la sortie d'un livre étonnant, qui porte un titre étonnant, Bascule. Et d'ailleurs, il le vaut bien parce que c'est vraiment que des bascules dans ce... C'est que des histoires de bascules. Et c'est d'ailleurs de la vie, oui. C'est tout de suite ce qui m'a pris dans la lecture, décidé de vous proposer cette rencontre. Et déjà la couverture qui est très belle, et l'idée qui paraît dans votre avant-propos. Je pensais d'ailleurs, avant de vous laisser la parole, Clara, à Edgar Morin, qui est parti il n'y a pas très longtemps et qui parlait beaucoup de l'inattendu, des moments bascules, de l'improbable, et que c'est toujours là que se produisent les choses importantes du monde. Enfin, je ne sais pas si vous pensiez à lui en l'écrivant, peut-être. Lui, et pas qu'à lui. Je pensais aussi à Christian Bobin, qui dit qu'il faut habiter poétiquement le monde. Oui. Je pensais surtout au fait que la vie est toujours beaucoup plus surprenante quand on la laisse faire. Donc, c'était un peu ça l'idée de l'histoire de bascule. On n'a pas vraiment le choix, puisque le livre commence à l'enterrement de votre mère. Et là aussi un hommage particulier, parce que j'ai eu la joie aussi de la connaître. Vous pensez au moment où votre mère est enterrée, mais pourquoi est-ce qu'on nous enlève la vie ? Oui, alors j'ai trouvé ce moment assez frappant. En tout cas, moi, il m'habite.
Parce qu'il était prévisible, parce qu'elle était âgée. Non, mais maman. après, j'ai perdu ma mère en plein Covid, donc on était dans une église vide où il y avait que 15 personnes. Mais c'était Monseigneur Aupetit, qui était à l'époque évêque de Paris, qui a dit l'homélie. Et il a dit une chose simple, évidente, basique, qui est: on nous donne la vie, on nous la reprend pour un temps plus ou moins long. Alors, à quoi ça sert? Pourquoi est-on sur Terre? Et il a eu cette réponse qui est évidente, mais qui tient en un mot et qui finalement résume tout le sens, toutes les manières dont on cherche de donner du sens à notre existence. On est sur Terre pour apprendre à aimer. Parce qu'aimer, ça s'apprend. Quand on est enfant et qu'on aime sa mère, elle va nous donner à boire, elle va nous donner à manger, on consomme. Et puis plus on grandit, on apprend l'altérité, on apprend l'égalité, la différence. Et c'est les Grecs qui ont 7 noms pour parler de l'amour, jusqu'à l'agapé. Donc aimer, ça s'apprend, et puis ça prend plein de formes. C'est s'aimer soi-même, ce qui est sans doute la plus difficile. La plus difficile, et surtout qui est notre première responsabilité. Parce que si, au fond, il n'y a que nous qui pouvons donner au monde ce que nous sommes venus faire, personne d'autre peut le faire à notre place. Donc notre première responsabilité, c'est de nous aimer nous-mêmes et de laisser éclore en nous notre accomplissement. C'est bien que vous dites cette expression, c'est la première responsabilité. La plupart du temps, c'est la dernière. Non, c'est la première. Mais c'est la dernière chose à laquelle on pense. C'est absolument la première. Et d'accepter, d'ailleurs, la foi, c'est ça. La foi, c'est de reconnaître l'immense amour qui nous est donné, et qui nous est donné pour nous, que ce soit Guillaume, Clara, Geneviève, nous tous, nous sommes aimés intégralement, de façon inconditionnelle. Alors on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'amour, on peut l'appeler Jésus, on peut l'appeler tous les noms sacrés qui sont présents. La source. La source. Mais cet amour-là vient comme un fleuve, nous nourrit, et il vient d'abord nous nourrir, nous. Alors après, c'est vrai que l'amour des autres est aussi le fruit de cette source. Mais la première responsabilité qu'on a, c'est de s'aimer soi-même. Et peut-être si on rentre déjà tout de suite dans le cœur de la conversation, je vais peut-être vous choquer, Guillaume, mais je pense que le monde, la société, nos amis, et même ceux qui nous aiment, passent leur temps à vouloir nous rétrécir. Pas par méchanceté, pas parce qu'ils nous aiment pas, mais parce qu'ils sont inquiets, ils veulent nous protéger, donc fais attention, fais pas si tu veux changer d'orientation, mais est-ce que tu es bien sûr, est-ce que tu prends pas des risques, et au fond, le moteur intérieur qui est en nous, il est bien sûr nourri aussi des autres. Je ne dis pas qu'ils ne font que nous rétrécir, ils peuvent aussi nous agrandir. Mais on parle toujours de la nourriture qu'on peut recevoir des autres, mais il ne faut pas oublier aussi que le contexte social dans lequel on est, les codes, les obligations, les contraintes, etc., sont aussi là pour essayer de nous mettre sous le boisseau. C'est ce que dit très bien Christiane Singer quand elle parle du fait que nous sommes des boîtes de chaussures. On essaye de faire nous rentrer dans des boîtes de chaussures, dans des immeubles, dans des cases. Vous disiez au début que j'étais inclassable. Moi, on a passé son temps à me mettre dans une case. J'étais ceci, j'étais cela, j'étais... Je vous rassure, on le fait pour tout le monde. Et on le fait pour tout le monde. Et j'ai très vite compris que si j'acceptais ce code-là, j'allais être un quart de moi, un demi-moi, si je devais être simplement bonne mère de famille et rester à la maison pour élever mes enfants. J'allais faire... c'était l'ange qui fait la bête, et j'en aurais voulu à la terre entière. Donc il y a ce moment où s'aimer soi-même, ça ne veut pas dire se dire je suis beau, je suis intelligent, ceci, cela. Je suis qui je suis, et j'explore les potentialités qui sont en moi, même si elles sont faibles, parce qu'on est tout petit. Mais mon devoir, c'est de donner au monde le mieux que je peux ce que j'ai reçu. Et donc s'aimer soi-même, ensuite aimer les autres, aimer la nature, aimer Dieu, mais c'est dans cet ordre-là, oui. Donc en fait,
Si je vous écoute bien, Clara, on peut apprendre à s'aimer soi-même grâce aux épreuves. C'est souvent les épreuves qui nous permettent d'y arriver. Il y a cette amie Caroline que vous citez aussi au début de votre livre. C'est juste en lien avec l'enterrement de votre mère. Elle dit, mais quand la vie se fait brutale, c'est pas une épreuve, c'est une expérience. Oui, alors Caroline, c'est vraiment une sœur qui est morte il n'y a pas très longtemps, qui est morte au mois de novembre, et que j'ai connue quand j'avais 40 ans, et on a fait plein de choses ensemble, des voyages. Et c'est une amie très précieuse parce que elle était dérangeante. Elle bousculait. Moi, je me souviens que quand je l'ai connue, elle m'a dit, Clara, t'es une commode. Tu fais tout bien. Même vous. Oui, tu fais tout bien, tu dis oui à tout, etc. Mais t'es où? Tu veux quoi? Tu désires quoi? Je m'étais, comme beaucoup de mères de famille, je m'étais oubliée en réalité. Et elle m'a ramenée à cette source que je croyais nourrir en aimant mes enfants, en aimant mon mari, en aimant mon métier, mais en fait non, j'étais en train de la tarir, cette source, de devenir un citron pressé. Et Caroline disait toujours, quand on parlait d'épreuves, et Dieu sait si elle en a connu, ce ne sont pas des épreuves, ce sont des expériences. Mais je voudrais revenir à cette introduction, parce c'est ça qui a nourri le livre, c'est que si on est sur Terre pour apprendre à aimer, il y a plein de chemins pour apprendre à aimer. Il y a bien sûr l'expérience, il y a les rencontres, il y a tout ce qu'on peut apprivoiser dans l'existence, les lectures et tout ça. Mais souvent on parle de philosophie, on parle de quête spirituelle, et on en parle beaucoup chez Zeteo, avec plein de moyens, que ce soit le yoga, la méditation, l'ayurveda, la prière, les écrits spirituels, etc. L'autostop aussi. Ouais. Mais il y a un outil qu'on a complètement oublié, et qui pourtant, je ne crois pas qu'il y ait un adulte qui ne peut pas se rappeler de cela dans son enfance. C'est les histoires qu'on nous racontait quand on était enfant. Et quand on a Pierre et le loup qui ment et puis qui ensuite n'est plus cru. Quand on a le petit chaperon rouge qui est imprudent, qui n'écoute pas les conseils. Quand on a... moi j'ai une petite fille qui n'arrête pas de chanter, libérée et délivrée, parce qu'elle est passionnée par la Reine des Neiges. Toutes ces histoires, elles nous ont forgé les valeurs du courage, de dire la vérité, d'oser aller vers les autres, de braver les interdits, de braver les présupposés, etc. Et donc moi j'ai écrit ce livre en racontant des histoires pour les grands enfants que nous sommes. C'est des petites histoires qui sont comme des chansons. Puis il y a des contes aussi d'ailleurs. Il y a des contes aussi. Elles pourraient toutes être vraies, ces histoires. Elles ont toutes des personnages différents, mais elles racontent des émotions, des moments, des traits de caractère aussi, ou des vies rêvées, et c'est au fond, il y a tous les jours, on a ces moments de bascule. Alors il y en a qui sont des vrais moments de bascule, hein, où on choisit de dire oui, de dire non, ou de ne pas choisir. Il y en a qui sont conscients, d'autres subis. Oui, il y a des accidents aussi. Il y a des accidents, il y a les accidents de la vie, comment tu réagis à un accident de la vie, il y a toutes ces situations dans l'existence où finalement tu es créateur de ce qui se passe à l'instant présent, mais ça va aussi déterminer ce qui va se passer demain. Alors c'est pas toujours radical, mais au fond, quand on regarde le livre, et la couverture que moi je trouve magnifique, je la trouve très belle, c'est mon gendre Gonzague de Pins qui l'a peinte, et on voit un homme et une femme sur une bascule, avec l'idée que la vie est une bascule, mais quand on retourne le livre, c'est un visage. Ah, j'ai pas retourné le livre. Et on l'a pas sur la table, dommage. Non, malheureusement on l'a pas sur la table, mais quand tu retournes le livre, il y a un visage, et c'est l'idée que tous ces moments de bascule te façonnent ton existence, façonnent ta vie. Magnifique. et fait l'homme ou la femme que tu es et que tu es en train de devenir. Parce que effectivement, vous dites,
On n'a pas de manuel pour apprendre à aimer, on va apprendre à aimer. On a recours effectivement aux histoires de notre enfance, celles qu'on nous a racontées, qui ont bercé notre imaginaire. Et puis quand on est un petit peu éloigné de tout ça, vous nous invitez à observer, entendre, écouter la vie dans tous ses rebondissements. Et pour ça, vous nous en proposez 47. C'est ça. Il y a 47 histoires et à chaque fois, elles sont très différentes. Hein. Elles sont toutes dans des contextes et des situations différentes. Et au fond, on pourrait... c'est pas des fables de La Fontaine où il y a une morale. Non, et là, justement, c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime beaucoup les fables de La Fontaine. Mais vous dites, je vous laisse inventer la leçon. On a posé nos propres conclusions. L'histoire elle-même porte sa leçon. Il y en a une qui s'appelle La colère et c'est l'histoire d'un chef d'orchestre qui est très talentueux, qui est sur toutes les scènes du monde. Il a une maîtresse qui est son premier violon, qui est une femme magnifique. Tout va très bien, sauf qu'il est très colérique. Mais il pense que c'est pas grave, parce qu'après il s'excuse, il passe à autre chose. Il pense qu'on lui pardonne, parce que, bon, ok, il a ce trait de caractère, mais ça fait partie de son personnage, jusqu'à la colère de trop. Où elle va le quitter. Elle quitte son amant sans colère ni pardon. Sans colère ni pardon, oui. Bon, là, c'est un choix que vous faites. Oui, parce que c'est l'idée que c'est impardonnable. Elle n'a pas besoin de lui pardonner, elle s'en va. Elle s'en va. En fait, elle ne veut plus vivre avec un homme qui se met en colère et qui ne gère pas sa colère. Et la question, c'est pas de lui pardonner. C'est que lui prenne conscience du fait que ce qu'il croit être anodin est en fait insupportable. Elle lui a donné plein de signaux. Enfin, dans l'histoire, il y a des signaux qu'il n'a pas voulu voir. Et lui, c'est la colère, mais on est tous pareils. On a tous tous et toutes, des choses, des travers. Dont on n'a pas conscience. Aussi. Ou dont on a conscience, mais dont on pense qu'ils ne sont pas très graves, parce oui. que les autres les supportent, parce que les autres les acceptent. Ne serait-ce que d'être bordélique, par exemple, et de ne jamais ranger, de laisser les autres vider le lave-vaisselle, des choses comme ça. On se dit, bon, pas grave. Bah si, c'est grave, en fait. Et au fond, c'est ces moments de bascule où l'entourage supporte, et puis peut-être qu'elle pètera pas un plomb. Là, la femme pète un plomb et s'en va. Mais faut-il attendre que l'autre pète un plomb avant de prendre conscience que ce qu'on fait subir à l'autre, même si ça nous paraît mineur, est peut-être insupportable. En fait, on est soulagé pour elle quand on lit ça. Oui, quand on lit l'histoire, on se dit mais elle aurait dû partir avant. Mais lui il ne comprend pas. Et dans plein d'histoires, là en ce moment on parle beaucoup des violences faites aux femmes, ce qui est tout à fait frappant, c'est que l'accusé, qui est dans la plupart des cas un homme, n'a aucune conscience de la gravité de l'acte qu'il a posé. Nous avons cette faculté de nous excuser nous-mêmes et c'est un peu ça que j'essaye de raconter dans ces histoires. Alors il y a cette histoire-là qui est dramatique, mais il y a d'autres histoires qui sont des très belles histoires, qui sont des histoires de rencontres, qui sont des moments volés où on prend sa chambre. Des moments, j'ai bien aimé, parfois fugitifs. Je me réfère beaucoup à l'introduction que vous avez écrite à votre livre, avant que démarrent les histoires. Vous parlez de moments parfois fugitifs, parfois longs, qui portent en eux cet instant qui commence les autres. Et parfois, les moments commencent, on n'en a pas conscience, et il y a eu une bascule. Alors, il y a certaines fois où on en a vraiment conscience, et on se rend compte que l'acte qu'on pose... D'ailleurs, il y a une histoire qui s'appelle Indécision, où c'est un jeune homme qui utilise tous les trucs, tous les astuces qu'il a appris dans sa vie professionnelle pour faire des choix. Et puis ça bascule au tout dernier. Parce qu'il n'ose pas. Il n'ose pas, et donc il sort, c'est assez drôle d'ailleurs, ça en est presque comique, parce qu'il sort toute la litanie de tout ce qu'il a appris, de rationalité, quand tu prends une décision, business, comment tu fais pour prendre une décision. Et puis ça vole en éclats parce que il se souvient de deux yeux bleus qu'il a vus et il va y aller. Donc
il y a aussi une histoire qui est moins une histoire, mais qui est plus un conte philosophique qui s'appelle La Montagne, où au fond, on se rend compte on peut décider de rester dans la plaine. Puis tu as ceux qui font des incursions, qui vont aller voir la montagne et qui vont redescendre, et puis ils vont avoir vu quelque chose d'autre, donc ils vont venir avec leur sagesse qu'ils ont vue ailleurs. Et puis ceux qui sont montés sur la montagne, quelquefois ils ont vu d'autres montagnes, donc ils vont aller explorer d'autres montagnes. Et ce sont souvent, c'est des Edgar Morin, c'est des Christian Bobin pour parler d'eux, ou des Christian de Singer, qui sont allés voir ailleurs et qui reviennent avec la sagesse. Mais il y a un moment où tu as exploré plein d'ailleurs, tu as ta propre montagne. Et cette montagne-là, t'es à poil. Ce qu'on a appris, l'expérience, d'avoir d'avoir affronté l'inconnu, d'avoir la méthode, d'avoir expérimenté tout ce qu'on a expérimenté. Il y a un moment où on est face à une peur animale, une peur intrinsèque, parce que on est vraiment dans la vérité de soi-même. On est dans l'essence de soi-même. Et c'est forcément un gouffre. Et est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Mais si on le fait pas, on se rencontrera jamais. Et ça peut être des choses très anodines. C'est pas forcément quelque chose, c'est pas de monter sur le sommet de l'Everest et tout ça. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai écrit, on en avait parlé quand on s'était vu, que j'ai écrit ma Francigena, c'est que c'est pas un exploit de marcher un mois toute seule entre le col du Grand Saint-Bernard et Rome. On fait Compostelle, on marche 3 mois, enfin, c'est pas du tout un exploit. Sauf que moi, j'ai mis 13 ans à me décider parce que j'avais pas compris que ce rêve-là, ce désir-là, c'était ma montagne. Qu'il fallait que je passe, enfin, que j'avais ce désir profond en moi. Et comme il n'était pas, tu vois, encore une fois, j'allais pas faire quelque chose de fantastique. Je me disais, la vie m'en donnera l'occasion. Et en fait, non, il y a un moment où quand tu as un désir en toi, il faut l'écouter. Et ça peut être simplement se dire, je vais partir dormir une nuit sous la tente, je ne l'ai jamais fait. Ou ça peut être, je vais partir un week-end toute seule, quelque part, je ne l'ai jamais fait. Mais quelque chose qu'on n'a jamais fait et qui nous habite, on se rend compte à ce moment-là que ce désir-là, on l'a endormi parce qu'il paraissait minuscule, alors qu'en fait, il est majuscule pour soi. Et quand on l'accomplit, on se rend compte qu'il nous était indispensable. Et ces moments de bascule, c'est ça. C'est des moments où il y a plein d'histoires, de situations différentes, où on se retrouve confronté à est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. C'est OK de pas y aller. C'est OK. On n'est pas obligé toujours de dire oui à l'imprévu qui vient à nous. Mais on est dans une société qui déteste l'imprévu, l'inconnu, alors qu'il n'y a que dans l'inconnu qu'on se recrée et qu'on s'invente. Si on répète tout le temps la même chose et la même vie, il ne se passera jamais rien. Si on veut, justement, encore une fois, pour revenir au fait qu'on est sur Terre pour apprendre à aimer et que tout le reste c'est de l'agitation, on doit aller, comme le dit Nicolas Butet, qui a aussi été sur ZTO, il faut creuser, creuser, creuser et accepter que cet inconnu, c'est pas celui qu'on a choisi. Il peut venir par une maladie, il peut venir par une épreuve, il peut venir par une rencontre, il peut venir par un accident, il peut venir aussi par un coup de foudre ou une illumination à un moment donné, mais il ne peut venir que si on est disponible. Et donc tout le sujet que nous avons, c'est être disponible. Et c'est pour ça que j'aime bien cette idée de revenir à des histoires. Parce que quand on écoute des histoires, on est captivé. L'histoire nous captive. Donc on est pris et on n'a plus le mental qui marche, on a l'émotion, on a le corps, on vit l'aventure de l'autre. Donc on est embarqué et on tait un peu ce cerveau qui cherche toujours à trouver une logique, une explication, une raison, une morale à tout. Mais chut! Vis le moment, vis l'histoire et dis-toi comment toi tu aurais réagi face à cette situation. Grand appel à la liberté, c'est soyons libres, rendons les autres libres de nous, sinon nous sommes incapables de créer l'instant qui vient. Oui, alors ça c'est un autre élément, c'est que, et ça c'est aussi une chose qui est retranscrite dans certaines histoires, c'est que quand je disais que les autres nous rétrécissent, nous créons aussi des obligations vis-à-vis des autres.
Alors, je dis pas qu'on n'a pas des responsabilités, mais les responsabilités, c'est pas la même chose que les obligations. On a des responsabilités vis-à-vis d'autrui. Mais si on regarde bien, il y a beaucoup d'obligations qu'on ne garde que parce qu'ils nous rendent importants. J'avais cette discussion tout à l'heure avec une femme qui a un adolescent de 14 ans, qui va très bien à l'école, etc. Et elle m'expliquait, mais oui, mais il veut faire ci, mais ça va être difficile, c'est des études et ça. Je dis, mais fous-lui la paix. Le meilleur service que tu peux lui rendre, c'est lui faire confiance et lui foutre la paix. Et toi, venir en retrait, parce que ton rôle de maman n'est pas de surveiller tout ce qu'il fait. Au contraire, c'est lui donner sa liberté, de lui faire confiance, etc. Et donc, c'est toujours un peu difficile dans la vie de se dire qu'en fait, nous-mêmes, on n'est pas si important que ça. On peut être essentiel dans le cœur de l'autre, mais notre rôle, alors voilà, c'est ça, plutôt ça, notre rôle n'est peut-être pas si important que ça. Alors, il y a 4 parties dans Bascule, 4 types de textes. Émotion, rencontre, c'est la partie la plus longue. C'est d'ailleurs les 2 premières parties sont toutes les plus longues. Moment, et la dernière, c'est pas mal, c'est un aboutissement, après c'est la vie rêvée. C'est les vies rêvées, oui, parce que c'est un peu des contes, ou c'est des histoires un peu philosophiques. Alors à chaque fois on visite des parties, en fait on a l'impression de visiter des parties intérieures de soi. Chaque personnage, chaque histoire fait écho. Il y a des épreuves, des surprises, on traverse toutes les passions humaines, les passions tristes aussi, colère, doute, hésitation, transgression, dilemme, faux pas. Il y a tous les accidents possibles, ou incidents, ou il y a circonstances. aussi l'intoxication. Intoxication. Vous savez, c'est une histoire assez forte parce que c'est une jeune fille qui tombe amoureuse d'un homme plus âgé et qui croit que c'est de l'amour et en fait c'est de l'intoxication. Et c'est quand même assez fréquent et on voit tout le mécanisme qui entraîne justement cette espèce de soumission, de dépendance à ce qu'on aime, à quelqu'un qui en fait vous maltraite ou vous dédaigne, mais on veut pas le voir en fait. Donc oui, je crois qu'on a toutes ces émotions et que ce soit le regret, la colère, la différence, l'indifférence. Il y en a une qui est assez dure sur l'indifférence. C'est des émotions qui sont toutes celles qu'on traverse tous. Il n'y a pas un individu sur Terre qui ne vit pas à un moment donné ces émotions. Il y a 47 nouvelles en quelque sorte, histoires relativement courtes. Il y en a une ou deux qui sont un peu plus longues et j'en reparlerai. J'ai une que j'ai beaucoup aimée, des plus longues. Et à chaque fois, c'est des sentiments qu'on connaît, ou qu'on connaît en soi, ou de celui qu'on aime, ou de celui qui nous fait souffrir. Et on s'y retrouve à chaque fois. Ouais. Et la nostalgie aussi. Oui, je me suis demandé comment vous aviez fait. Alors, parce qu'il y a tout type de personnages, ceux qui racontent, qui vivent quelque chose. Ça peut être des filles, des garçons, des hommes, des femmes, des jeunes, des adultes, des personnes âgées. J'ai cherché à vous retrouver. Vous êtes très très forte là. Je vous ai pas beaucoup retrouvé. Je vous connais pas assez, ou peut-être que c'était vraiment un jeu de création. Ou alors comme je suis dans tous les personnages. Alors, en fait, oui, c'est pas mal ça. Moi, j'ai été prise par les histoires. C'est les histoires qui m'ont... En fait, ce qui est intéressant dans le processus d'écriture, c'est que j'ai écrit ces histoires toutes les semaines. Le samedi matin, c'était mon évasion. J'avais besoin... Quand on vit dans un métier très rationnel, très... de chef d'entreprise, où on doit tout prévoir, c'est des qualités qui sont quand même... très opérationnel quand on est chef d'entreprise, même si on essaie d'y mettre de l'humanité. Moi qui suis une créative et qui ai beaucoup d'imagination et qui ai toujours le pas de côté, j'avais besoin de cette respiration où j'écrivais ces histoires. Après, je les ai bien sûr retravaillées, remaniées, etc. Mais j'avais juste besoin de la première phrase. Et après, l'histoire s'écrivait tout seul. Et les personnages se créaient tout seuls. C'est un processus... créatif assez étonnant de voir l'histoire qui se construit. Et je n'avais pas la chute, mais j'avais le début de la situation. Un homme qui traverse les Champs-Élysées et qui croise le regard d'une femme.
Où, un petit garçon qui rentre dans le Luxembourg avec un adulte et pour aller faire voguer son bateau sur exactement. le bassin. C'est la première histoire. C'est la première histoire. Ouais. C'est ce premier moment, un peu comme dans une chanson, où on rentre dans un décor, dans une scène qui existe par elle-même et qui en fait va vivre son film. Tout est inventé ? Ah, tout est inventé. Alors évidemment, il y a des... Oui, tout est inventé. Enfin, en tout cas, ce sont tous des personnages inventés. Moi, j'ai été étonné par votre capacité à vous glisser vraiment dans la peau de personnes très inattendues. Oui, j'aime bien. J'aime beaucoup me glisser dans la peau d'un vieil homme, d'une vieille dame. Il y a une très jolie histoire que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Soleil d'été, Soleil d'hiver. C'est une vieille dame qui raconte comment elle a rencontré son mari il y a 60 ans. Et elle le raconte d'une façon tellement jolie. Elle se souvient de tous les dialogues, elle se souvient de tout. Au fond, c'est une manière de vivre 1000 vies. Raconter des histoires dans la peau de quelqu'un d'autre. Laquelle des secondes peaux vous aimez le mieux endosser ? Alors ça, je ne sais pas parce que je les aime toutes. Enfin non, je les aime toutes, je les ai toutes écrites. Il y en a qui m'ont plus... comment dire, qui restent plus... Enfin, qui sont... En fait, ça dépend des moments. Ça dépend de ce que j'attends. J'aime bien les contes philosophiques de la fin, sur la montagne, sur ceux-là, vous m'aviez dit de ne pas les louper si j'avais pas le temps de tout lire. Ouais. Mais j'ai tout lu. Donc, sur la vérité aussi. Mais c'est toutes des histoires d'amour. Il y en a une qui est pas forcément celle qui accrochera le cœur de tout le monde, mais qui s'appelle Le Fjord, où je raconte comment en fait on tombe totalement amoureux d'une petite ville au bord du fjord au Danemark. Et en fait, c'est la ville de naissance où je passais mes vacances. Donc, parce que votre maman avait des origines danoises. Maman était danoise. Donc là, ça raconte l'histoire d'un homme qui tombe amoureux de cet endroit-là. Mais je raconte aussi une émotion que j'ai partagée pour cette petite ville du bout du monde. En 4e de couverture, c'est marqué, c'est pas moi qui le dis, il est marqué « Vous êtes une femme qui incarne la réussite au féminin ». Et moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et je me suis posé la question, mais justement, comment est-ce qu'on peut se glisser dans la peau des autres alors que vous donnez le sentiment d'avoir une vie très compartimentée, très remplie, femme d'affaires, entrepreneuse, investisseuse, mère quand même de 9 enfants, grand-mère, je sais pas combien de petits-enfants. 7. Comment 7 vous faites petits-enfants. Comment vous faites En fait, tout ça, c'est des étiquettes, mais c'est pas moi. Moi, je suis pas ça. Bien sûr, ça vous occupe quand même un petit peu dans chaque journée. Mais il y a une question entre l'emploi du temps, ok, c'est une chose, et puis il y a une chose entre bien sûr, la Clara que je suis, l'enfant que je suis, parce qu'on est tous des grands enfants, elle a un moteur intérieur qui a fait que j'ai fait ces choses-là. Mais ces choses-là ni ne me définissent, ni ne m'appartiennent. Elles sont données au monde, y compris mes enfants, et que j'aime de façon inconditionnelle, ils le savent. Mais ils ont leur vie, ils ne m'appartiennent pas. Et ils ne me définissent pas. D'une certaine manière, sans moi, ils ne seraient pas là, bien sûr, mais quelle importance. Ils sont au monde et ils ont leur destin qu'ils tracent. Alors, je les accompagne à ma manière, mais cette façon de donner des étiquettes, moi, ma source, elle est même pas dans la tête ni dans le cœur, elle est dans le ventre. C'est cette vie qui m'anime. Et si je la laisse venir, elle vient me raconter des histoires, elle vient me raconter des destins, elle vient me raconter comment la vie se façonne. Au fond, on peut théoriser tout. On peut prendre des cours de coaching. Moi, je l'ai fait. J'adore faire du yoga. J'ai participé à des tas de séminaires et tout ça parce que ça m'intéresse. Je suis curieuse de ça et tout ça. Mais le spectacle de la vie, telle qu'elle est, c'est ce que dit très bien Drieu-La Rochelle dans sa préface à Gilles, où il dit le romancier et l'historien font la même chose. Le romancier invente, mais il raconte sans doute peut-être mieux que l'historien la vie.
c'est ça qu'on cherche à faire quand on raconte des histoires, quand on a un roman et quand on a des personnages. Ces personnages, ils sont plus vrais que nature, ils sont plus vivants que le réel, parce qu'ils vivent des émotions, des situations, des moments. Ils ont des rêves qui sont les mêmes que les nôtres, que ceux qu'on a rencontrés, que ceux dont les gens témoignent, etc. Et au fond, plutôt que d'aller se tordre la cervelle en disant est-ce que je fais bien, est-ce que je dois faire comme ci, est-ce que je dois faire comme ça, etc. Tout simplement revenir à l'enfant qui est complètement pris par sa propre vie, qui est qui se pose pas la question de savoir s'il est beau, s'il est intelligent, s'il est à la bonne hauteur, s'il est à la bonne place, si ce qu'il fait c'est bien, si ce qu'il fait c'est mal. Il vit tout simplement. Et ces histoires, c'est des gens qui vivent des situations qui quelquefois les dépassent, qu'ils ne comprennent pas, et sur lequel ils réagissent d'une façon ou d'une autre. Et nous, on peut se dire, si m'est arrivé la même chose, j'aurais peut-être réagi pareil, j'aurais peut-être fait différemment. Mais en tout cas, ça nous amène à réfléchir sur la façon dont on accueille la vie qui vient. Je me suis posé beaucoup de questions en vous lisant parce que je pensais aussi beaucoup aux auditeurs, aux auditrices. Je parlais tout à l'heure de Clara Guébard qui incarne la réussite au féminin. Pardon si je rentre à nouveau dans des clichés, mais j'essaie de me mettre à leur place. Moi, je vous connais, c'est un tout petit peu différent. Mais ils peuvent se dire, ok, elle vit dans une tour d'ivoire, vous faites partie de ce qu'on peut penser de l'extérieur, les élites françaises. Et à juste titre, à mon avis, il suffit de taper votre nom sur Google et puis on va voir défiler des tas de choses aussi impressionnantes les unes que les autres. Et je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi ce livre ? J'ai d'ailleurs peut-être une réponse, mais peut-être que vous voulez y répondre ? Ou je donne ma réponse. Ça m'amuse d'avoir votre réponse, Guillaume. Je me suis dit que si c'était pas une manière un petit peu de redistribuer, de redonner, parce que vous avez aussi été gâté par la vie. Vous avez comme tout le monde le lot d'épreuves, mais vous avez peut-être beaucoup reçu, et là vous redonnez beaucoup, parce que cette manière de se mettre dans la peau de tellement de personnes différentes, vous souriez là en m'écoutant. Alors moi, je sais pas. Je me pose peut-être trop de questions. Non, mais c'est intéressant cette question, parce que je me souviens d'une fois où j'étais dans un séminaire où la plupart des gens qui y participaient se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'ils devaient donner au monde. De façon très généreuse, quelle trace je laisse. Je vais vous choquer, Guillaume, mais moi je m'en fous. Ça m'intéresse pas du tout de savoir quelle trace je laisse. Ce qui m'intéresse, c'est la résonance. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que ce que je dis, ce que je partage, est-ce que ça va rentrer en résonance avec cette universalité qu'on a tous en nous ? Quand je fais... là, j'ai fait un déjeuner avec des femmes dirigeantes d'origine africaine qui sont toutes absolument incroyables. Et à la fin du déjeuner, chacune d'entre elles a dit qu'est-ce qu'elle tirait de ce déjeuner. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'il y a quelque chose qui les ait touchées et qui les ait fait bouger. C'est cette résonance qui m'intéresse. Après, les fruits que ça porte, j'en sais rien. D'une certaine manière, ça ne m'appartient pas. Et je ne vais pas dire que ça m'est complètement égal, mais qui puis-je ? Je suis totalement impuissante sur la façon dont ce que je vais dire, ce que je vais vivre, ce que je vais partager avec ces personnes va résonner en elles, ou ce qu'elles vont en faire. Ça leur appartient. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est que ce désir, cet amour de la vie que j'ai, cet amour inconsidéré, un peu inconscient de la vie, parce qu'on ne fait pas 9 enfants comme ça si on n'a pas une forme d'inconscience. C'est de le partager. Et puis c'est un peu comme quand on s'aime, on ne sait pas très bien ce qui va pousser. Mais ce qui va pousser ne m'appartient pas. Et ça appartient à la terre. Est-ce qu'il a fait beau ? Est-ce qu'il a plu ? Dans quelle terre ça a poussé, etc. Donc moi, quand j'écris ces histoires, c'est parce qu'elles me parlent. Et j'espère, mon souhait le plus cher, c'est qu'elles résonnent dans le cœur de ceux qui vont les lire. Et que ça va faire écho en eux à quelque chose de très profond qu'ils ont en eux et qui est peut-être pas réveillé. De réveiller quelque chose qu'ils avaient oublié parce que justement ils ont un peu oublié l'enfant qui était en eux et qui se disent mais en fait c'est vrai. Ou alors c'est pas vrai.
S'ils sont d'accord, pas d'accord, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ils soient captivés par. C'est pour ça que j'ai écrit des histoires courtes, parce qu'on peut piocher dedans. C'est un peu comme une musique. Vous savez, quand on écoute une chanson, on est projeté dans un univers. C'est ça. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que dans ces 47 histoires, à chaque fois, on soit projeté dans un univers complètement différent de l'histoire précédente. Il y en a 2 ou 3 qui se suivent, qui ont la vision de la femme, la vision de l'homme. Enfin bon, il y en a 2 ou 3 qui se suivent, mais pas beaucoup. La plupart d'entre elles sont totalement autonomes. Et c'est vraiment cette idée de se projeter dans un univers qui va rentrer en résonance avec quelque chose qu'on porte en soi et qu'on a peut-être un peu oublié. Je vais vous faire plaisir, mais je trouve que votre réponse, c'est de vous taper dans le mille. Parce que ce mot résonance, c'était le point que je voulais justement dire juste après. C'est que j'ai trouvé qu'il y avait un point commun formidable entre toutes ces personnes, tous ces personnages. C'est que vous nous les faites toutes aimer. Oui. Et on s'en sent proche. Oui. Et donc, c'est une formidable résonance. Ils résonnent chacun avec nous. Oui, et pourtant, il y en a qui ne sont pas très honorables. Hein. Il y en a un qui s'appelle La Nostalgie, où c'est un homme qui est amoureux de sa femme, il la voit vivre et tout ça, et il se rend compte qu'elle a quelque chose de nostalgique. Mais il ne sait pas quoi. Et quand elle n'est pas observée, elle est joyeuse, elle rit, et puis quand elle n'est pas observée, il y a des moments où il voit qu'elle s'évade ailleurs, qu'elle a quelque chose de nostalgique. Et il n'arrive pas à trouver quoi. Et ça le rend jaloux, ça le rend agressif. À la fin, il la hait. Parce qu'il y a quelque chose d'elle qui lui échappe. Donc, c'est pas forcément des gens formidables. Hein. Je dirais aimer se sentir proche, mais c'est parce qu'on comprend tout ça. Oui. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas des héros. Mes personnages ne sont pas des héros. C'est des gens qui ont quelquefois... qui se réveillent et qui se disent, au fond... Il y en a un, notamment, il y a une histoire où c'est un homme assez mûr et qui dit, à force d'égoïsme, je me suis oublié. Mais c'est tellement vrai. À force d'égoïsme, je me suis oublié. Oui, en général, c'est plutôt le contraire. On penserait le contraire. Mais la réalité, c'est que quand on est égoïste, on perd son âme, on se perd soi-même et en fait, on s'oublie. Et il explique pourquoi. Nostalgie, il y a des histoires tristes. Hein. Celle de ce petit garçon qui meurt de froid, là, c'est au tout début. Oui, c'est au tout début, elle est un peu dure. Ma mère l'aimait pas du tout, cette histoire. Elle la connaissait? Elle l'avait lue, oui, celle-là. Ah, c'est l'histoire que vous avez écrite il y a 2 ans. Il y en a qui sont depuis longtemps. J'aime bien celle de... Parfois, il faut qu'on pose nos propres conclusions. Mais alors, ce qui est intéressant dans l'histoire de Lupo, qui s'appelle L'indifférence, c'est qu'en réalité, et le père et la mère n'ont en apparence rien fait de mal. Pas si grave. Ils ont là aussi, ça n'a pas l'air si grave, mais en réalité, ils ont été indifférents à l'enfant. Et c'est ça c'est pas leurs actes qui sont criminels, c'est l'indifférence. Il y a beaucoup de scènes d'amour, il y a beaucoup d'histoires d'amour. Il y a l'histoire notamment, moi j'aime bien parce que vous laissez quand même beaucoup de liberté au lecteur, l'histoire d'un homme qui fait un faux pas amoureux, mais en fait, et à la fin, il y a une sorte de pirouette où vous finissez en disant, mais c'était peut-être pas un faux pas. Oui. C'est une femme d'ailleurs. Mais... C'est une femme, oui. C'est dense, hein, qu'on me pardonne. Juste parce que justement, quand vient la bascule, c'est aussi ce que j'ai remarqué, ce que j'ai aussi apprécié, pour laisser beaucoup de liberté aussi aux lecteurs et lectrices, c'est que vos personnages ne font pas toujours le bon choix. Non, ils ne font pas toujours le bon choix, Mais c'est ça on passe son temps à faire des bons choix, des mauvais choix ou ne pas faire de choix. L'important, c'est que quand on regarde tous ces moments de bascule, on se rend compte que finalement, on est à chaque instant créateur de sa vie. Quand on parle de l'instant présent, on dit qu'il faut rester dans l'instant présent et tout ça, c'est bien joli. Mais la réalité, c'est que la vie, elle bouge, elle est en mouvement. Si on était immobile, on serait mort. Et donc... on passe son temps déjà à avoir une partie de soi. Certes, on a à peu près rangé ses affaires, mais on a un chantier quelque part. Il faut vivre avec ce chantier. Il faut vivre avec le bordel ambiant. On a un bordel intérieur, tous et toutes. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas résolues dans notre vie. Quand on en a résolu une, il y en a une autre, une troisième, etc. Et au fond, c'est un peu toutes ces situations anodines ou pas, parce qu'il y a des histoires qui sont un peu anodines,
ou qui peuvent paraître anodines pour les autres. Il y en a une qui s'appelle Hésitation et c'est une adolescente, enfin qui doit avoir 17 ans, je sais pas quel âge elle a, et elle doit, alors c'est pas le Parcoursup, mais elle doit réfléchir à son inscription pour la fac. Oui, je me souviens. Et elle a l'impression de démonter un moteur de voiture, de pas pouvoir le remonter, de pas savoir comment elle va faire, etc. Et puis finalement, elle a son petit frère qui lui demande de l'aide. Et c'est là où elle va trouver la réponse. Alors vous avez des trouvailles incroyables. Et en fait, des choses, mais j'y avais pensé, et puis si vous l'écrivez, c'est très drôle quand vous dites à l'étranger, le jaune est blanc. Oui, alors ça c'est... Mais ça peut arriver, effectivement. Bah, en fait, ça c'est... Nous connaissons jaune devient blanc à l'étranger, comme un œuf. Oui, alors ça vient de mon mari, Hervé, parce que quand il était enfant et qu'il allait en Italie, il pensait que le jaune était blanc, parce que les œufs étaient blancs et que les phares de voiture étaient blancs. Donc ça, c'est un petit cliché que j'ai. C'est très mignon. C'est très mignon. Il y a puis des trouvailles. Là, on se dit, est-ce qu'on va lire ce truc-là ? Cette fille qui a tué sa mère. Oui. Et puis... j'ai tué ma mère. J'ai tué ma mère, pourtant je l'aimais plus que tout. Et on va comprendre pourquoi. On va comprendre pourquoi. Puis il y a une escalade, une découverte miracle. Là, c'est une très belle histoire. Complètement inventée. Alors non, pour le coup, là, c'est une histoire... Alors, elle n'est pas complètement inventée, puisque je me suis inspirée de je me souviens plus son prénom, Catherine Aigle, qui était une pilote de chasse et qui devait partir comme astronaute. Et qui a appris qu'elle avait un cancer en même temps qu'elle était enceinte. Non, je ne connaissais pas l'histoire, en fait. Et qui a choisi de laisser son enfant vivre. J'aime L'ami d'un soir, l'un des textes, ça se passe sur les quais de Paris. Cette femme qui s'ennuie, qui est dans la désillusion, qui a attendu un bonheur qui n'est pas venu, qui pense à Romain Gary. Moi, j'aime bien qu'on pense à Romain Gary. Elle rencontre un homme qui lui demande si elle parle le portugais, qu'elle demande. C'est très étonnant comme demande sur un quai de Paris. Ouais, parlez-vous le portugais ? Ouais. Alors, et c'est une jolie histoire. C'est une jolie histoire et surtout, c'est ces histoires où, au fond, on va se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Récemment, avec Gonzague et d'autres, on a organisé un événement chez Reis qui s'appelle Gonzague de Binière, qui s'appelle Dialogue, où on a réuni des jeunes catholiques, des jeunes musulmans et des jeunes juifs, non pas pour un dialogue interreligieux, mais simplement pour se connaître. Et ça a formidablement bien marché. Et l'idée qu'on a eue, c'est de leur poser des questions personnelles, mais universelles et anodines. Donc, c'était pas d'être impudique, mais du genre, quelle est l'odeur qui te rappelle le plus ton enfance ? Ou de quoi vous parliez à table, ou enfin des questions qui permettent de se rassembler, alors que ce sont des communautés différentes, autour de quelque chose qu'on peut partager et du coup découvrir des différences incroyables. Mais moi, ce qui m'a frappé dans notre groupe, c'est qu'on était par petits groupes de 8, enfin nous on était 8 dans notre groupe, c'est qu'il y en a 2. Dans chaque groupe, il y avait des juifs, des musulmans, des catholiques, des athées. Enfin, tu vois, c'était totalement mélangé et ils ne se connaissaient pas. Il y en a 2 qui nous ont raconté quelque chose qu'ils n'avaient jamais raconté, même à leurs meilleurs amis. C'est cette complicité d'être. Et l'ami d'un soir, c'est ça. Cette histoire, c'est ce que Romain Gary raconte, ben justement, c'est ça que je dis, dans l'éducation européenne, où il se retrouve au coin d'un feu avec des soldats qui viennent d'autres nationalités. Il va se raconter comme il n'a jamais osé le faire à quelqu'un de proche. C'est comme si, là aussi je reviens à la résonance, tu as des moments dans la vie, et c'est pas simplement la personne qui est en face de toi, mais le lieu, les circonstances, qui fait qu'il y a une forme de confidence d'âme, de citadelle de confiance qui se crée avec des gens que tu reverras peut-être jamais, mais à qui tu vas témoigner, partager quelque chose qui est essentiel et qui va te faire bouger. Et c'est ça que raconte l'ami d'un soir. Alors il y a des contes très poétiques, très créatifs. J'aime beaucoup cet homme qui est collectionneur de sentiments. Oui. En fait, c'est un ange. C'est un ange, il s'appelle Ange d'ailleurs. Hein. Oui. Il s'appelle Ange. Il est amoureux d'une fée. Oui, il est amoureux d'une fée. Oui, donc ça c'est vraiment un conte. Pour le coup, c'est vraiment un conte. Et il collectionne il est archiviste des sentiments. Fallait y penser. Et il les envoie comme des notes de musique dans l'air, comme des plumes.
et il peut répandre les sentiments. Alors, il y a une histoire que j'aime, celle que j'aime le plus, surtout que j'ai vécu pas loin pendant pas mal d'années, c'est l'histoire de la rue Boissonnade. Cette jeune femme qui... incroyable, ouais. Oui, absolument incroyable. Et puis la fin est un peu inattendue. Hein. Oui, totalement inattendue. C'est la plus longue, je crois. Oui, c'est la plus longue, parce qu'en fait, je l'avais fait en 2 épisodes et puis je les ai rassemblés. C'est une femme qui a remarqué un appartement, je crois, qui l'intrigue beaucoup. C'est surtout une jeune femme un peu passe-muraille. Tu vois, c'est la jeune femme qui est la bonne copine du groupe, qui est pas forcément ni la plus jolie, ni la plus intelligente, ni et elle passe. Alors ça, pour le coup, je l'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai marché boulevard du Montparnasse et il y a un moment donné où j'ai pensé que c'était vécu. J'ai vu au-dessus d'un immeuble. Une sorte de petite maison que j'avais jamais vue. Elle devait exister depuis toujours, mais moi je l'avais pas vue. Elle y est toujours ? Oui, elle y est toujours. Quand tu passes. J'irai voir tout à l'heure. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Il faut se mettre sur le trottoir de droite quand on va vers Montparnasse, et il y a effectivement un immeuble où il y a une maison au-dessus et un jour je l'ai vue et ça m'a donné l'idée de cette histoire. Et cette jeune femme qui a l'air d'être tu vois, comme je dis, un peu passe-muraille, elle va oser de faire des trucs incroyables. Et elle est intriguée par cette maison, donc elle va vouloir aller voir où c'est, elle va trouver les moyens, elle va convaincre la dame du 6e, elle va convaincre la concierge, juste pour aller voir, et elle va se retrouver à habiter cette maison qui l'intrigue depuis toujours et qui l'appelle d'une certaine manière. Alors je dis pas la chute parce qu'il faut lire l'histoire. Mais c'est une belle histoire d'amour, très inattendue. Il y a un dernier texte, une lettre à Monsieur le Monde, qui là aussi finit de façon un tout petit peu étonnante. C'est à la fois un constat sur le monde un peu inquiétant dans lequel on est, mais en même temps une sorte de manière de réveiller, de nous éveiller, Oui, alors c'est en fait un plaidoyer, hein, beaucoup plus. C'est comme la vérité. C'est des histoires. Là, c'est moins des histoires que des. Comme la montagne aussi, c'est des plaidoyers sur de fait de pas oublier qu'on vit dans un tourbillon et que on se nourrit de l'actualité. Il y a 2 jours, je dînais avec mon filleul, qui est kinésithérapeute et qui soigne beaucoup de personnes âgées. Et il me disait le sondage vaut ce qu'il vaut, mais il a une consultation assez importante. Il disait les personnes âgées qui ne dorment pas sont celles qui regardent l'information en continu. Celles qui ne regardent pas l'information en continu dorment très bien. C'est cette espèce d'invasion, alors qui se développe encore plus avec les réseaux sociaux, avec cette invasion qui nous capture le mental et nos émotions, qui les fige dans du négatif, parce que l'information, elle est principalement les drames, elle les est catastrophes. Oui, quasiment tout le temps négative. Toujours négative. Et très angoissante. Très angoissante, qui finalement nous fossilise. À la fois, ça nous rend de plus en plus indifférents, parce que il y a tellement de malheur, il y a tellement on peut rien y faire. Et puis on est impuissant. Impuissant, et en même temps, on a tout le temps, un peu comme les drogués, tu sais. Il faut rappeler, il faut remettre une piqûre pour réveiller l'émotion et tout ça. Mais là encore, on passe complètement à côté de soi, puisqu'on vit des... Alors, je dis pas qu'il faut pas s'informer, mais c'est beaucoup mieux d'écouter un petit peu la radio le matin et éventuellement de lire le journal, mais surtout pas la télé en continu. Et d'écouter des bons podcasts. Et écouter des très bons podcasts qui parlent du fond, qui parlent de ce qui se passe vraiment, du moteur du monde, du moteur des choses, etc. Et donc, Monsieur le Monde, c'est un peu... Monsieur le Monde, on fait, OK, là, je suis en train de te parler. Je te parle. Mais est-ce que tu m'écoutes ? Est-ce que tu sais qui je suis ? Et justement, parce que qui je suis, puisque celui qui écrit ça, celui ou celle, enfin celle en l'occurrence, dit « Je suis l'âme, je suis votre âme, Monsieur le Monde ». Ouais. Oui, c'est ça, c'est qu'on oublie son âme quand on est... Mais c'est qui l'âme du monde ? C'est soi, c'est son cœur, c'est soi-même, c'est l'âme. L'âme, c'est ce qui... c'est ces fameux 37 grammes qui s'en vont quand on meurt. C'est la vie, en fait. Hein, c'est la vie. La vie, l'âme du monde, c'est l'âme qu'on a au fond de soi, que chacun a, et qu'on éteint
dans la ritournelle. La ritournelle, c'est le plus grand ennemi du cœur. Et on a tous la des ritournelles. ritournelle. Ouais. Pourtant, c'est un mot assez gentil. Oui, c'est un mot gentil, mais on pourrait parler d'obsession, on pourrait parler d'inquiétude, ou on pourrait utiliser d'autres mots que ça. Mais on a tous en soi des ritournelles, des choses qui nous reviennent en permanence, comme des leitmotifs, et qui nous figent. Par exemple, dans la schizophrénie, ce qui fait qu'on devient schizophrène, c'est qu'on a une peur qu'on entretient, qu'on passe son temps à entretenir. Au fond, notre monde est schizophrène aujourd'hui. Il passe son temps, soi-disant pour lutter contre la peur, à entretenir la peur. Et la réalité du monde, c'est que aujourd'hui, ce soir, il y a plein de papas qui vont aller chercher leurs enfants à l'école, des femmes qui vont chercher leurs enfants à l'école, qui vont faire les devoirs, ou on va dîner en famille, où on va chercher son amoureux ou chercher son amoureuse, où on va aller faire des courses pour la famille, et des choses. C'est que des actes d'amour. Si on faisait un pourcentage à l'instant T des milliards et des milliards et des milliards d'actes d'amour qui s'accomplissent à chaque seconde par rapport à tous les événements atroces qui se passent, le pourcentage serait peut-être, 95% d'actes d'amour. C'est pour ça que le monde tient. Et on n'en parle jamais. Mais ça tient quand même. On ne tombe pas dans la catastrophe qu'on nous prévoit en permanence. Et dans Monsieur le Monde, je raconte ce moment où tu vois une plage et tu vois un petit garçon qui court dans les bras de son père. Tu vois un jeune homme qui aide une vieille dame à traverser la rue. Tu vois un autre qui va pour la première fois acheter des fleurs parce qu'il va dîner on ne sait où. Tous ces actes d'amour qui apparaissent totalement anodins, ce sont eux les vrais ferments de notre monde. Et le monde l'oublie, parce que le monde est noyé par cette fascination pour le mal. Cette fascination pour ce qui ne va pas. Et bien sûr, c'est important de souligner ce qui ne va pas, parce que nous ne sommes pas faits, nous, hommes et femmes, pour le mal. On est faits pour le bien. Et le mal est là. Donc, de le regarder, c'est important. Mais s'y noyer, non. C'est-à-dire que si tu veux éradiquer le mal, tu ne vas pas dans le noir. Tu l'éclaires de ta lumière. Et donc nous, notre rôle à nous, hommes et femmes de bonne volonté, qui essayons là aussi d'apprendre à aimer, c'est de mettre de la lumière sur le monde. C'est certainement pas d'essayer de plonger dans la noirceur et de se mettre dedans et de s'y complaire. C'est au contraire de jouer notre rôle qui est celui qu'il est à l'endroit où on est. On a peut-être, et là encore, on ne sait pas quel impact on a. Mais quand t'es Etty Elissoum qui part en camp de concentration, parle de sa lumière et qu'elle rayonne de sa lumière, elle cherche pas, elle est totalement impuissante face à l'horreur des camps, à l'horreur de ce qu'elle vit. Mais elle l'éclaire de sa lumière. Et au fond, c'est face à l'impuissance humaine, quand on se sent impuissant, c'est parce qu'on n'est pas à la bonne place. C'est qu'on se met comme si, encore une fois, on pouvait tout organiser, tout contrôler, tout changer. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre des efforts pour améliorer les choses, mais il faut toujours le faire avec l'idée que c'est en éclairant sa lumière intérieure que la lumière va pouvoir transformer les ténèbres, éclairer les ténèbres. C'est ce que disait une invitée, Marguerite Cardos, ne t'occupe pas des ténèbres, réponds la lumière. C'est exactement ce que vous venez de dire. En fait, si vous êtes trop inquiet, auditeur, auditrice, et que vous n'êtes pas à la bonne place, il faut une bascule. Oui, et il faut surtout une bascule. Oui, il faut une bascule. Il faut une bascule, mais la bascule, la réalité, c'est que la vie passe son temps à nous en apporter. Il faut simplement les regarder. Et quand on est complètement pris par le malheur, par la tristesse, par l'angoisse, alors on ne peut pas forcément le faire tout seul. Il faut quelquefois se faire accompagner, se faire aider. Et c'est pour ça que je trouve ça très bien, les thérapies, je trouve ça très bien, les accompagnements avec tous ces hommes et ces femmes qui témoignent sur ZTO et qui expliquent et qui donnent des outils pour sortir de cette angoisse, etc. Mais déjà prendre conscience qu'on n'est pas à la bonne place
Et que sa place, c'est de cultiver sa joie intérieure, sa paix intérieure, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, et éclairer le monde, et que le monde quittera sa noirceur que si nous l'éclairons, et pas si nous essayons de trouver un remède à la noirceur. Une dernière question, Clara Guémard. Vous parliez de vos enfants et de vos petits-enfants. Là, c'est une question au sujet de vos petits-enfants. Vous n'êtes pas inquiète du monde dans lequel ils vont grandir ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert d'être inquiet ? Je ne sais pas si vous avez vu ce film où c'est, je crois que ça s'appelle Est-Ouest, ou je ne sais plus, où c'est un échange d'espions à l'époque de la guerre froide. Un échange d'espions. Il y a un échange d'espions sur le pont, je ne sais plus trop quoi, mais et il y a Tom Hanks. Checkpoint Charlie, je ne sais plus comment ça s'appelle ce film, mais je crois que ça s'appelle Est-Ouest ou un truc comme ça. Et il y a l'espion russe qui est pris, et Tom Hanks et son avocat. Et Tom Hanks, toutes les semaines, vient le voir et lui raconte tout ce qui va se passer, et tout cela est très inquiétant, il risque la mort, etc. Enfin, et il voit que cet espion russe est extrêmement serein, il n'a pas l'air... et Tom Hanks lui dit « Mais vous n'êtes pas inquiet ?» Il dit en anglais « Would that help ?» Est-ce que ça aiderait ? Moi, je me souviens quand j'avais 19 ans, j'étais face à la télévision, il y avait la première guerre Iran-Irak. Mon père a dit la Troisième Guerre mondiale va commencer, il faut acheter du bois, acheter des pneus de vélo, etc. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire mes études ? Et puis on avait la guerre nucléaire aux portes, on avait la théorie des dominos où les Russes encerclaient l'Afrique pour venir en Europe. On disait tout le temps que les chars russes étaient à une nuit de Paris. Si on vit dans l'angoisse, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je ne sais pas ce que va être le monde de demain, mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que les Cassandres et les inquiets d'aujourd'hui ne feront rien. Les optimistes d'aujourd'hui vont créer le monde de demain. Donc moi, je veux être dans le monde... J'ai beau avoir 66 ans, je me sens une âme d'enfant, et j'ai envie de participer à ce monde de demain qui est capable du meilleur et du pire. Et je veux essayer à l'endroit où je suis, justement à ma place, à ma façon de faire, en racontant des histoires, en témoignant, en créant Raise avec Gonzague, en montrant qu'on peut être dans la réussite apparente du monde moderne en étant dirigeante d'entreprise et garder son humanité et être mère de famille et montrer que c'est pas surhumain, c'est juste faire chaque jour, à chaque jour suffit sa peine et suffit sa joie. Montrer que c'est possible. Témoigner de ça, c'est une manière de montrer que finalement la joie est toujours, elle est toujours gagnante, et l'optimisme. Alors je parle pas de l'optimisme béat. Je suis très lucide. Je regarde la géopolitique. Je vois bien que les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent. Le monde de demain est compliqué. L'intelligence artificielle, c'est à la fois un outil extraordinaire et qui peut créer de plus en plus d'inégalités, etc. Et qu'il faut y apporter des remèdes. Mais on ne peut y apporter des remèdes que si on prend de la distance, qu'on ne se met pas dans l'équation et qu'on regarde le problème pour ce qu'il est. Et qu'on essaie d'y apporter des réponses. Si on y met son angoisse, sa peur, la peur pour ses enfants, etc., on n'aura pas le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Bon, voilà, on a 47 bascules pour ceux qui ont des difficultés pour y réussir. Vous êtes d'accord ? Alors, c'est pas pour ceux qui ont des difficultés. Pas seulement. C'est pour tous ceux qui ont envie qui sont des explorateurs de la vie, tout simplement, et des amoureux de la vie, et qui... Surtout, je suis d'accord avec vous. En se disant qu'en lisant ces histoires, ils vont retrouver des scènes de vie qui vont, j'espère, rentrer en résonance avec ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont connu ou ce qu'ils auraient envie de connaître, et que ça les aide à vivre. Le lien avec le descriptif de cet épisode, avant de se quitter, une chose qu'on ne s'est pas dite, que vous aviez encore envie de dire ou pas ? Peut-être simplement que si on met l'amour au cœur de tout, et dans l'entreprise, c'est mal vu de dire ça, c'est de mettre le désir, mais le profond désir, parce que quelquefois, la vie t'envoie des situations que tu es obligé de prendre.
et t'en as pas envie. C'est la ceinture qu'on te met que t'as pas envie de porter. Mais et tu comprends pas pourquoi la vie t'envoie cette violence-là. Mais si tu retournes, et il y a plein de témoignages dans ZTO qui montrent ça, si tu retournes l'épreuve en expérience, et que tu y remets la force vitale, la flamme, tout prend un sens. Et au fond, peut-être le mot de conclusion, c'est que j'aimerais dire, c'est que quand on doute, quand on ne sait pas, quand on a peur, tout ça, il faut réveiller le petit enfant qui est en nous. Lui, il a le sourire et il connaît la réponse. Magnifique conclusion. Merci infiniment, Clara Guémard. Il y aura, pour la 4e rencontre, je ne sais pas du tout alors dans quelles conditions, dans quel cadre on se rencontrera, parce que ça change tout le temps. Ouais. Vous serez complètement sur quelque chose de nouveau. Vous savez déjà Oui, je sais à peu près. Vous avez bon, très bien. Ben, on se donne rendez-vous. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne sera pas seul. Ça sera pas seul. D'accord. Merci, Clara. Merci, Guillaume. Merci infiniment. Merci, chers auditeurs, chères auditrices. À bientôt pour un prochain épisode.